Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Brestois, Brestois. Le samedi 17 août, c'est près de 15 000 personnes qui vont se retrouver au stade Francis Leblay, l'un des poumons de Brest, évidemment, pour encourager son équipe. Le samedi 17 août, on s'attend à entendre de nouveau les enceintes du stade Francis Leblay cracher diverses chansons. On pense à La Marée Rouge, on pense à du Johnny, on pense à tout ce qui nous rassemble, à tout ce qui nous amène à faire la fête. Le samedi 17 août, en effet, le stade Brestois 29 reprend la Ligue 1 en recevant l'Olympique de Marseille. Et surtout, peut-être ce qui est le plus important, le samedi 17 août, c'est demain. C'est demain, le stade brestois face à l'Olympique de Marseille à 17h. Alors, on le dit souvent, le calme avant la tempête. Oui, mais pas sur Brest en Air. Sur Brest en Air, on a le plaisir de recevoir quelqu'un de turbulent, quelqu'un de marseillais, l'ami Bilal de la Minute OM que vous avez déjà entendu sur nos ondes. Comment ça va, Bilal? Écoute, ça va super bien. On est à quelques jours de la reprise de la Ligue 1 et donc une nouvelle page se tourne. Donc on est excité, on est excité. Tu es excité, et visiblement tu n'es pas le seul supporter marseillais à l'être. On a l'impression que c'est la folie sur le Vieux-Port, qu'on s'attend à vivre une des plus belles saisons de l'histoire de l'OM. C'est ton ressenti général aussi? Nous, on est habitués à Marseille chaque année. C'est une nouvelle histoire qui s'écrit. Des pages peuvent brûler, mais un nouveau livre se crée chaque saison et une nouvelle histoire. Et c'est pour ça qu'il y a autant de supporters à l'OM parce qu'il y a toujours cette excitation en début de saison. Il y a ce rêve, cette folie que les supporters ont à chaque début de saison. C'est quelque chose d'inexplicable, mais il y a toujours cette espérance à Marseille. Et je ne sais pas si c'est l'été qui fait ça, si c'est la chaleur. Mais en tout cas, tout le monde est en très très grande forme et tout le monde a hâte de lancer la saison. Vous avez hâte de démarrer la saison. Pour autant, on ne peut pas dire que du côté de l'OM, l'été était très calme. Il y a eu énormément de changements du côté de Marseille, à commencer par l'entraîneur, Roberto De Zerbi. C'est le grand changement. Chaque année, on y a droit, nous, avec la direction, avec Fabio Longoria qui a l'habitude de faire énormément de turnover chaque saison. Alors, qu'on apprécie ou pas, ça c'est notre sujet. Mais pour le moment, sur les 4 saisons où il a été là, on a fini deuxième, troisième et bon, juste la saison dernière, on a fini huitième. Donc là-dessus, bon, les supporters sont mitigés et partagés sur la gestion humaine de Pablo Longoria, qui est vraiment en mode un peu à l'américaine, avec du nettoyage chaque saison. Alors là, c'est le retour de Bielsa à Marseille. Roberto De Zerbi, c'est un coach adulé par les plus grands coachs au monde. Donc ça nous fait penser quand Bielsa est venu à l'OM. Guardiola qui parle de Roberto De Zerbi comme le coach qui va révolutionner les 30 prochaines années dans le football mondial. Et qui vient à Marseille, on se pose tous la question, mais pourquoi? Pourquoi il vient à l'OM? Vu le bourbier qu'il y a eu la saison dernière avec 4 entraîneurs, on se pose la question, on se dit, mais qu'est-ce qui a fait que ce coach-là décide de venir à Marseille? Alors qu'il était courtisé par pas mal de clubs en Europe. Finalement, c'est une surprise incroyable et qui finalement balaye d'un trait la saison dernière. Parce que tout le monde oublie la saison dernière avec l'arrivée de Roberto De Zerbi. Donc là, c'est une hype incroyable à Marseille. Au-delà de Roberto De Zerbi, il faut quand même souligner que l'Olympique de Marseille fait un mercato XXL. Il y a peu de clubs en Ligue 1 qui font un mercato de ce niveau-là, tant dans les montants investis que sur la qualité des joueurs ciblés. Et ce, alors que l'OM n'est pas qualifié en Coupe d'Europe cette saison. C'est un peu une surprise, non? C'est toute la folie marseillaise. C'est comment est-ce possible de réaliser un recrutement aussi dantesque sans Ligue des Champions. C'est le paradoxe marseillais, mais on peut l'expliquer assez facilement. Il y a eu énormément de ventes cet été. Euh, on va les prendre par ordre. Il y a des ventes qui ont eu lieu au mercato d'hiver, notamment l'Audi, dont les paiements étaient validés à partir du 1er juillet, donc 23 millions d'euros. Il y a Gendouzi aussi, c'était un prêt avec option d'achat, donc 16 millions d'euros avec les bonus. Vitinha, départ, quasiment 16 millions d'euros, plus 4 avec bonus. Ismail Assar, 15 millions d'euros. Iliman Ndiaye, 20 millions d'euros. Aubameyang, 9 millions d'euros. Donc voilà, l'OM a énormément vendu pour quasiment entre 80 et 100 millions d'euros si on compte les bonus. Et donc un investissement massif derrière sur des joueurs de très très haut niveau. On pense à la surprise Pierre-Emile Højbjerg, comme il se fait appeler.
l'international danois de Tottenham, un vrai patron, un leader, qui signe à l'Olympique de Marseille son Ligue des Champions grâce à l'arrivée de Roberto De Zerbi. Bien évidemment, le très sulfureux Mason Greenwood, au talent exceptionnel, mais à la réputation qui a été entachée par rapport à ces différentes affaires. L'arrivée très récemment d'Eli Wahi, l'international espoir, pour un montant supérieur à 25 millions d'euros. L'OM a dépensé quasiment un peu plus de 70 millions d'euros. Il y a aussi l'arrivée de l'Union Brassier, aussi derrière. Il y a aussi l'arrivée d'international canadien, Derek Cornelius. Donc ça fait beaucoup de changements, comme chaque saison à l'Olympique de Marseille. Il y a aussi deux jeunes pépites, Ismaël Koné qui nous vient de Watford et Valentin Carboni prêté par l'Inter de Milan. Donc il y a beaucoup de paris de jeunes joueurs, mais avec la même chose pour chacun de ces joueurs-là, c'est-à-dire une qualité technique bien au-dessus de la moyenne. Est-ce que ce mercato estival est fini pour l'Olympique de Marseille, où on est le 16 août, il reste quand même 14 jours, où il y a encore des postes qui sont ciblés, il y a des départs à prévoir, il y a des arrivées attendues? Non, le mercato de l'OM est loin d'être terminé. Il y a toujours une recherche d'ailier gauche, parce que pour le moment, ce Luis Enrique fait office de solution pour le coach. Il manque probablement aussi un milieu supplémentaire, c'est ce que souhaite le coach. Mais bien évidemment, là, l'OM a surtout des difficultés à faire partir les joueurs qu'ils ont placés dans le loft. Donc beaucoup de joueurs ont été placés dans le loft et des joueurs qui étaient là depuis un moment. On pense à Paul Lopez qui risque de partir du côté de Gironne. Il y a aussi Samuel Gigot qui est courtisé par pas mal de clubs étrangers, notamment des clubs grecs. Chancel Mbamba, avec qui c'est très conflictuel, qui a été mis à pied suite à des problèmes de comportement. Il y a Jonathan Klaus qui est parti du côté de Nice. Et il y a encore Jordan Verretou qui est dans le loft. Donc c'est des gros salaires pour des joueurs sur lesquels l'Olympique de Marseille ne compte plus. Pour la plupart, c'est des joueurs à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Donc le mercato ne sera probablement pas terminé. Il est à l'arrêt aujourd'hui parce que l'OM a sorti énormément d'argent. Et donc là, il doit libérer des gros salaires. On a quasiment une masse de 1,5 million d'euros par mois qui est bloquée liée à des départs. Donc il y a aussi d'autres joueurs qui sont courtisés. On pense à Babon Maïté du côté de Rennes, à Minarit aussi du côté du Genoa et du Zénith Saint-Pétersbourg. Donc je pense qu'il va y avoir encore au moins 3 ou 4 gros mouvements avant la fin du mercato. Tu l'as évoqué rapidement, mais j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le cas de Mason Greenwood. On va rappeler les faits, très factuellement. Des vidéos ont circulé montrant Mason Greenwood frappant sa femme, visiblement lui imposant des relations sexuelles. Alors ça remonte à quelques années, mais toujours est-il que c'est forcément une arrivée qui fait polémique, scandale, surtout que l'OM est un club qui semble prôner des valeurs bien opposées. On se souvient que pendant le confinement ou juste après, l'OM avait mis le vélodrome à disposition d'une association qui luttait justement contre les violences conjugales et les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, on signe Mason Greenwood. Comment on légitime ça du côté de Marseille, tant du côté de la direction que peut-être des supporters? Ah, tu sais, dans le football, malheureusement, on est plus à ça près. Il n'y a pas réellement de grandes surprises côté Marseille et la direction dit avoir pris l'ensemble des précautions pour le dossier Mason Greenwood. Il faut savoir que le joueur a été, les charges ont été abandonnées sur le joueur. Le joueur est toujours avec sa compagne. Le joueur a un enfant aujourd'hui. Il était très jeune lors des faits. Donc on joue la carte de la rédemption à Marseille. On te sent quand même ultra excité, ultra emballé à l'entame de cette nouvelle saison. On met les pieds dans le plat. Est-ce que selon toi, l'OM joue le titre? Ah bah oui, on peut le dire. Il n'y a plus Mbappé, l'OM de De Zerbi. On a le nouveau Guardiola. Donc oui, l'OM joue le titre. Non, je déconne, je déconne. Mais ce serait pas. En tout cas, pour les supporters, l'OM jouera toujours le titre. L'OM jouera toujours le titre pour tous les supporters. L'OM est le plus grand club français pour tous les supporters marseillais. Donc l'OM se doit de jouer le titre chaque saison. Et si on retire la casquette de supporter de manière plus objective, c'est quoi les ambitions de l'OM cette saison? L'objectif annoncé est assez simple, hein. C'est podium obligatoire, mais ça c'est l'objectif de chaque saison. Mais il se murmure que du côté du discours de Benassia, auprès des nouvelles recrues, l'OM cherche à aller beaucoup plus haut, avec un entraîneur ambitieux, avec un projet sur 3 ans,
L'OM vise la Ligue des Champions, possible d'aller titiller le Paris Saint-Germain et bien évidemment une Coupe de France. Donc l'OM aura un calendrier assez léger cette saison, 17 clubs, pas de Ligue des Champions, pas d'Europa League et un effectif qui sera assez bien garni. Donc l'OM a tous les atouts avec le nouveau coach pour pouvoir jouer et venir titiller le Paris Saint-Germain. On se doute bien que le meilleur moyen pour Marseille de lancer cette nouvelle saison excitante, c'est par une victoire. Victoire pas facile au stade Francis Leblé où vous êtes incliné la saison dernière. Est-ce que pour toi c'est victoire impérative ou peut-être qu'un match nul ça peut convenir? Manque pas mal de monde quand même pour cette première journée. L'OM sera amputé de Lilian Brassier, une connaissance brestoise, de Geoffrey Kondogbia aussi, qui a fait une bonne préparation physique. Il y a des nouvelles recrues qui sont arrivées assez tardivement, que ce soit Wai, Carboni, Koné est blessé. On va dire que l'Olympique de Marseille ne part pas avec son 11 type, donc pas mal d'absents. Le fait qu'il y ait autant d'absents me fait dire que ce sera un match très compliqué. Il faut savoir que l'OM n'a pas affronté d'équipe du calibre de Brest pendant ces matchs de préparation. Et donc on navigue un peu à vue sur le début de saison. On sait que ça rentrera dans l'ordre au 30 août. Mais je dirais un match à l'extérieur à Brest, une équipe qui a pas énormément bougé non plus, qui a perdu pas mal de bons joueurs aussi. Selon la physionomie du match, un bon match nul et une victoire à l'arraché, ça nous conviendrait. Tu viens d'évoquer tous ces absents, justement, je crois qu'il y a un petit doute sur Koné qui finalement pourrait être là, mais voilà, vous avez beaucoup d'absents, beaucoup de joueurs qui ne sont pas prêts. Vous avez quand même des joueurs qui, eux, sont prêts à jouer, qui vont jouer. Est-ce que tu arriverais à nous donner un peu un 11 probable et une manière de jouer pour cet OM? Il y a tellement de changements que j'avais oublié de te parler des gardiens aussi. Donc les gardiens aussi, Rulli, l'international argentin, et qui est arrivé, qui a signé avant-hier. Et Delange aussi, un ancien international espoir hollandais qui était dans un club en Eurodivise chez Go Ahead Eagles. Donc déjà dans la cage, la question qui va démarrer. Alors le seul qui a fait un bout de match de préparation, c'est Jeffrey Delange. Donc probablement lui qui démarra dans la cage. Une défense à 3, donc avec deux herbiers, le système il est assez évolutif, donc avec le ballon et sans ballon. Donc je vais te donner plutôt avec le ballon. Donc avec le ballon, on est dans une défense à 3. Donc vu que Brassier est suspendu, il y aura Cornelius, Balerdi et Murillo dans la défense à 3. Merlin rentre dans le cœur du jeu, il est énormément utilisé au milieu de terrain, donc il y aura Merlin avec Højbjerg à la récupération. Un peu plus haut, probablement le retour de Unai suite à l'absence de Koné avec Aminarit. Donc on se retrouve avec ces 4 au milieu de terrain. Et après les 3 offensives, je te donne plus un 3-4-3. On aura Luis Enrique à gauche, on aura Greenwood à droite et probablement Mumbagna parce que Wai aura très peu d'entraînement avec le collectif. Donc les points forts, bien évidemment, c'est l'aspect tactique. Là, il y a une vraie mise en place du coach avec une possession de balle importante, avec une récupération très très haute et avec de la prise de risque aussi, de la verticalité. Donc je te dirais que c'est plus le système qui est intéressant avec le coach, avec des joueurs clés comme Pierre-Emile Højbjerg au milieu de terrain, avec Quentin Merlin aussi. La défense, c'est Balerdi, voilà le patron de la défense. Point faible, je te dirais plus ou moins les gardiens et l'attaque marseillaise, parce que Luis Enrique et Mumbagna ne sont pas des joueurs qui ont des stats folles. Mumbagna est assez maladroit, mais il y aura Eli Wahi qui pourra rentrer en cours de jeu. Et le vrai danger, c'est Mason Greenwood de l'effectif marseillais. Côté point faible, encore une fois, ouais, le gardien on ne connaît pas, donc je ne sais pas ce que ça donne. Et Unai Harit aussi, assez maladroit dans le dernier geste, et donc pas assez fort aussi dans l'impact athlétique. Donc ça donne une équipe un peu new look, très compliqué pour nous sur ce premier match de te donner vraiment les points forts et les points faibles de ce qu'on a vu en match de préparation, sachant que c'est même pas l'équipe qui va démarrer vu les suspensions. Donc on verra. Il y a beaucoup de questionnements et beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises dans le football, mais finalement assez peu sur Brestonner. Tu nous connais, tu as déjà fait l'expérience. On termine sur le classique pronostic, que ce soit pour ce match de samedi et peut-être si tu as une appréciation générale sur le Stade Brestois, sur la saison que tu nous vois vivre, puisque mine de rien, c'est pas toutes les semaines qu'on va affronter les équipes qui ont joué la Ligue des Champions il y a moins de 10 ans. Je signerai pour un 2-1 pour Marseille avec un but de Mason Greenwood bien évidemment et
De Luis Enrique, tiens, j'ai envie de le lancer. Euh, Brest, cette saison, avec la Ligue des Champions, avec le peu de recrutement que vous avez eu, avec tous les départs qu'il y a eu, j'ai peur que ce soit une saison quand même compliquée pour le Stade Brestois. Je pense que vous finirez peut-être entre la 7e et la 12e place. La Ligue des Champions va être très difficile cette saison parce qu'il y a encore plus de matchs. C'est bien pour le portefeuille brestois, mais pour la gestion de la saison, ça va être quand même très compliqué. Euh, donc Brest a très peu recruté. J'ai un peu peur pour Brest. L'après-saison Ligue des Champions est toujours très compliqué à gérer. Le pronostic est noté, camarades. Dans tous les cas, on te souhaite un bon match. Pas trop, mais quand même un bon match ce samedi à 17h, Stade Francis Leblay. La saison de Ligue 1 démarre enfin avec ce choc au sommet donc entre le Stade Brestois et l'Olympique de Marseille. Pour le préparer, vous pouvez évidemment suivre nos réseaux sociaux, que ce soit ceux de Brestonner ou ceux de la Minute OM, d'où nous vient Bilal. Il y a notamment une très belle émission tactique qui analyse un peu les points forts, points faibles entrevus sur la pré-saison, tant côté marseillais que côté brestois. On vous recommande d'aller la voir, c'est sur Twitter et sur YouTube. Et évidemment, on se souhaite un bon match. On se retrouvera très vite après, puisque vous l'avez bien vu, il y a un gros sujet qui vient d'apparaître, c'est la signature imminente, voire même annoncée alors qu'il est, de Romain Fèvre du côté du Stade Brestois. On se retrouvera dès la semaine prochaine pour en parler avec les camarades du podcast. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, l'heure est à la reprise. On vous souhaite une belle reprise de Ligue 1. Et évidemment, allez Brest!